Voilà, donc, dans la présentation qui vous avait été faite pour vous faire venir ici, et il avait été question de médiation, situation conflictuelle au travail. Alors, c'est vrai que cette histoire de médiation, si on le prend comme ça, on risque de tomber dans quelque chose de très judiciarisé. Et pourquoi on a voulu parler de médiation? En fait, ça aurait dû s'appeler Harim et la médiation, voilà, un peu comme la chocolaterie. Et quand on réfléchit, quand on prend un peu du recul sur le travail qu'on fait lorsqu'il s'agit de maintien dans l'emploi, on se rend compte que finalement, toutes les techniques qu'on utilise, au fond, sont des techniques qui sont liées à la médiation, à la fois la neutralité, à la fois la circulation de parole, à la fois la possibilité de faire penser les gens, les faire avancer, les faire écouter, leur faire écouter la position de l'autre. Voilà. Alors il y avait cet aspect, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui restait souvent quand on discutait un peu sur ce qu'on faisait entre nous. Et puis il y avait autre chose, c'est que lorsqu'on a commencé à faire cette histoire de maintien dans l'emploi, ce dont il s'agissait, c'était particulièrement les... on se focalisait sur la personne qui posait problème dans l'entreprise. Or, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce dysfonctionnement que la personne vivait ou qu'elle provoquait amenait aussi des réactions au niveau de l'entourage. Et à partir de là, il y a eu, en plus avec tout ce mouvement de réflexion sur les risques psychosociaux, etc., on nous a demandé de faire des sensibilisations. Ces sensibilisations, au début, c'était un peu comme un cours, quoi. Hein. On expliquait ce que c'était que le handicap mental, le handicap psychique, etc. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce qui était attendu par les entreprises, c'était plus quelque chose qui se rapportait à la médiation. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une situation qui était latente ou patente, mais qui montrait qu'il pouvait y avoir une tension entre la personne et l'entourage, le N+1, l'entreprise, les collègues, etc. C'est vrai que quand quelqu'un manque, eh bien, il y a bien quelqu'un d'autre qui fait le travail. Et de là, il peut y avoir des tensions au-delà de ce que représente la pathologie de la personne. Donc ces sensibilisations, au fur et à mesure, se sont posées différemment. Autant les sensibilisations se font entre guillemets, avec la personne qui pourrait poser problème. Donc c'est une espèce de cours comme ça, tout le monde y est, et on parle en général, après les questions fusent. Et puis après, il y a autre chose qui sont ces situations où ça se passe dans un petit service, le petit service est en difficulté, le chef de service ou les RH demandent de dire écoutez, venez, soutenez cette équipe, elle n'en peut plus, etc. Et donc, la présentation est un peu différente. Alors on reviendra peut-être dans le détail, il y a peut-être même des gens ici chez qui on a fait ce type d'exercice, et ça pourrait être intéressant d'avoir leur avis. Alors, bon, on ne va pas rester sur la première page. On va commencer par des définitions. Hein, donc, on va parler de ce qu'est la médiation, ce que sont les conflits, et puis voir au fur et à mesure comment, dans notre démarche chez Harim, eh bien, on essaye d'adapter ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conflit ? C'est une violente opposition entre des sentiments, une opposition d'opinion, une opposition d'intérêt qui se disputent un droit. Bon, tout le monde sait ça. Les conflits en entreprise, alors ces conflits en entreprise, il est vrai que on peut bien comprendre que les plans sociaux, les incivilités, les personnalités difficiles, les risques psychosociaux, les conflits interpersonnels sont des sujets à conflit. Là où
nous, on peut parfois intervenir. Alors les plans sociaux, évidemment, on n'est pas doué pour ça. Hein. Les incivilités, c'est vrai qu'on a été amené, alors on ne peut pas traiter les incivilités en tant que telles, mais par exemple, il y a des personnes qui se sont trouvées agressées, qui se sont trouvées stressées face à des incivilités. Enfin, c'est vrai que les personnes qui travaillent dans l'accueil, par exemple, peuvent se retrouver dans ce genre de situation et voilà, et vivre quelque chose de douloureux. Ça nous est arrivé de voir des gens qui voulaient changer de poste parce qu'elles se retrouvaient dans ces situations-là. Les personnalités difficiles, je ne vais pas vous dire qu'on n'a que ça, hein, chez Harim, mais c'est vrai que les personnalités qu'on a, que ce soit dans la pathologie, que ce soit dans le ressenti, dans leurs difficultés, eh bien, on pourrait les mettre dans cette position-là. Les conflits interpersonnels. Alors, ce conflit interpersonnel, c'est là où, parfois, alors quand on dit interpersonnel, c'est au sens très large du terme, hein, c'est-à-dire que c'est entre collègues, mais ça peut être aussi entre la personne morale de l'entreprise et la personne en question. Et là, on se retrouve vraiment dans des situations qui sont des réflexions liées autour de la médiation. Comment on peut faire pour intervenir, réintroduire une parole qui circule entre ces situations bloquées. Et puis, les risques psychosociaux qui sont à prévenir. Bon, les risques psychosociaux, on sait bien que ça peut donner ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait intervenir pour mettre en évidence ces choses-là quand elles se répètent, on sait, mais enfin, les médecins du travail sont bien mieux placés là pour signaler ce genre de choses et éventuellement mettre en place des audits. La suivante. Alors, le mode de résolution des conflits. Il est nécessaire d'envisager la nature, hein, c'est-à-dire de quoi il s'agit. Alors, quand on dit ça, c'est vrai que nous, moi personnellement, ça me ramène à la situation d'accueil. Quand on reçoit quelqu'un, pour un maintien dans l'emploi, on reviendra, alors ce sera peut-être un peu redondant, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Quand on reçoit quelqu'un, eh bien, il arrive et il se présente à sa façon, hein, et il raconte son histoire. Mais nous-mêmes, souvent, quand on reçoit cette personne, elle ne vient pas comme ça. On a aussi l'histoire du SAMET, de l'entreprise, du médecin, et là, on essaye de mettre en place, de poser le problème et de savoir de quoi il s'agit dans cette histoire. Les causes. Alors, là aussi, c'est important de savoir l'origine du conflit. Il peut y avoir effectivement la maladie, il peut y avoir l'absence, il peut y avoir aussi un moment où la personne a été désorganisée, un changement de direction, une restructuration. C'est-à-dire que là aussi, dans l'analyse de cette savoir d'où vient tout ça, c'est de savoir à quel moment il y a eu une cassure, une rupture dans l'évolution normale de cette situation entre la personne et son entreprise. Les personnes qui le vivent, alors effectivement, c'est intéressant d'analyser ça, hein, c'est le boulot du psychiatre. Hein, alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais je pense que peut-être on me connaît. Bon, je m'appelle Joseph Thuzer, je suis psychiatre. Et donc, la personnalité, le diagnostic, effectivement, ça a de l'importance. Et le contexte, hein, donc on parlait de changement, est-ce qu'il y a eu changement de la hiérarchie, restructuration, nouveau logiciel, voilà, des choses comme ça. Donc, ne pas tenir compte de ces facteurs induira un manque d'efficacité, c'est une lapalissade. Une fois que de résolution, c'est ça, la négociation, donc on est bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voilà, c'est ça la question. Hein. Et cette négociation, où elle va aboutir? Alors, la négociation, c'est une pratique visant à concilier des points de vue opposés
Et il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension intégrative, c'est comprendre la problématique de l'autre, permettre de résoudre ensemble sans gagner le maximum. C'est par exemple ce qui arrive dans les situations d'aménagement de temps de travail, d'aménagement du poste de travail, où voilà, on essaye de négocier comment l'entreprise peut gagner là-dedans et comment la personne aussi peut être soulagée, facilitée dans sa possibilité de travailler. Et puis, il y a des négociations qu'on va appeler distributives. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Ça permet l'équité. C'est-à-dire qu'on, voilà, c'est l'histoire de la réciprocité. Tu prends, je prends, voilà, on est tout le monde pareil, on est exact. Et puis, il y a la négociation contributive. Alors, celle-là, elle a plus un rapport avec la médiation, parce qu'elle vise, après une médiation, à permettre aux parties de s'engager dans le soutien de l'autre partie. C'est-à-dire que qu'est-ce que A peut faire pour B et B pour faire pour A? Et là, voilà, est-ce qu'il y a un arrangement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va commencer à circuler dans les situations bloquées? La résolution des conflits, c'est une élimination du conflit. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait contribution et pas d'opposition. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'arrangent. L'atténuation des conflits, cela n'amène pas la résolution. Ça veut dire que, voilà, on diminue l'intensité du conflit, mais il peut continuer à sourdre. Et puis, la résolution des problèmes, eh bien, on peut résoudre les problèmes et pas les conflits. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des situations, mais ce qu'il peut y avoir de difficile sur le plan interpersonnel peut persister. Alors, pour résoudre le conflit, voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe quand on nous adresse quelqu'un pour un maintien dans l'emploi, eh bien, on passe par cette situation. Alors, l'analyse des conflits, c'est au moment de l'accueil. Au moment de l'accueil, au moment de l'audit de situation, on essaye un peu de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, c'est la préparation de la négociation. Alors pour nous, chez Harim, ce premier temps ne se fait qu'avec la personne concernée, la personne qui nous a été adressée, celle qui, entre guillemets, poserait problème. Et voilà, on a une technique, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, on essaye de savoir ce qui se passe, comment elle voit les choses. Et puis on essaye de cadrer, on essaye aussi de dire, nous, ce qu'on va faire, comment on se situe. Ensuite, il y a la discussion. Cette discussion, elle se fait avec à la fois l'entreprise et à la fois la personne et, quand je dis l'entreprise, c'est-à-dire que le médecin du travail, toutes les personnes qui sont invitées aux réunions bilan. Après, donc voilà, grosso modo, pour qu'on comprenne, il y a, on reçoit quelqu'un, on fait une évaluation. Cette évaluation, elle n'est pas que psychiatrique, évidemment. Elle est à la fois psychologique, il y a le parcours, il y a des tests, des auto-évaluations. Bon, enfin, beaucoup de gens savent. S'il y a des questions, vous pourrez les poser pour savoir précisément comment ça se fait. Et on fait une espèce de bilan complet. Avec ce bilan, on fait une réunion qui s'appelle la réunion bilan. À cette réunion bilan, dans le déroulé, les personnes qui ont déjà eu le contact avec nous savent qu'il y a deux comptes rendus. Il y a un compte rendu qui est un compte rendu pour le médecin. On va dire qu'il est
dans la réalité qu'il y a à discuter, hein, parce que c'est important de voir tous les problèmes. Et puis, il y a un autre document qui est donné à l'entreprise, on va dire un peu édulcoré, où on enlève toutes les parties intimes, tout ce qui fait partie du secret professionnel. Évidemment, ces deux documents sont agréés, signés, avec un droit de communication ou de non-communication aux personnes concernées. Voilà, et à partir de ce document, eh bien, on échange. Et alors, on échange, et il y a un premier temps qui se fait avec tout le monde, toutes les personnes invitées, présentes, autorisées. Ce premier temps, c'est un échange où, à partir des documents, on voit si ça correspond à la personne. Et puis, il y a l'autre aspect. Toute la première partie, elle a été, à part les tests évidemment, elle a été plutôt déclarative. La personne vient dire, voilà, on ne m'aime pas, je suis au fond du couloir, au placard, depuis telle date, voilà, il y a tel conflit. Voilà, donc nous, c'est la première partie. C'est la première partie qu'on a. À la réunion bilan, on dit, mais attendez, c'est pas exactement comme ça. Ce monsieur, ça fait 2-3 ans, il a eu des avertissements. Enfin bon, donc il y a la position de chacun. Et puis autour de ça, il y a une discussion. On n'est pas là juste. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure, hein, nous ne sommes pas des juges. Hein. On est là, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire circuler la parole et pour qu'il y ait un avancement. Et à partir de là, eh bien, il peut y avoir des préconisations. Et ces préconisations vont être les premières conclusions, avant encore d'autres phases, où on va voir avec ces préconisations si on a fait avancer les choses. Donc, après la définition des conflits, on va essayer de parler de ce qu'est la médiation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur ? Le mot médiateur nous vient du latin mediator, qui renvoie à l'intercesseur et l'entremetteur. Mais, alors, moi je connais ni le grec ni le latin, par contre je l'ai lu. Hein. La racine med, disons dans le bassin indo-européen, la racine ramène au sens de penser et réfléchir. Et au fond, ça va être ça, le vrai travail qu'il va y avoir dans cette démarche de médiation. C'est-à-dire comment amener l'autre à se mettre aussi à la place de l'autre, à revoir sa position, à considérer son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc. Donc, voilà pour ce qu'est le médiateur. La médiation. La médiation, elle vise à définir l'intervention d'un tiers pour faciliter la circulation d'informations, éclaircir ou rétablir des relations. Voilà, hein, depuis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer ça. La médiation diffère de l'arbitrage ou de la conciliation, car à son issue, il n'y a aucune solution qui est imposée. Et même si, évidemment, il existe une morale de base, c'est évident, hein, aucune recommandation n'est formulée qui ferait appel soit à la morale, soit à la loi. Il y a d'autres endroits pour ça. Hein. Il est sûr que si des gens vont au prud'homme, on n'a plus rien à faire. La médiation doit s'exercer en toute indépendance. Le médiateur a une obligation de moyens, pas de résultats. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas vraiment de nous. Hein. Je parle de ce qu'est la définition du médiateur, parce que médiateur, c'est un métier. Hein. Autant un conciliateur n'est pas payé, autant le médiateur est payé. Hein. Et n'est pas médiateur qui veut. Hein. On verra tout à l'heure, les médiateurs sont des espèces d'experts dans leur domaine, mais qui savent aussi écouter, faire circuler les idées, amener des éléments de pédagogie. Et il y a des médiateurs dans la consommation, il y a des médiateurs pour l'automobile, il y a des médiateurs pour l'immobilier, voilà. Et donc, là
cette situation, donc ce médiateur, au sens judiciaire du terme, a une obligation de moyens, pas des résultats. Il est impartial et neutre. Mais dans notre pratique, à nous, chez ARIM, eh bien, parfois on peut essayer d'induire des situations. On essaye parce que il ne faut pas oublier quand même qu'on est médecin, on est psychologue, on est thérapeute d'une façon au sens très large du terme. Et si c'est juste pour voilà, ne pas essayer d'aller un petit peu au-delà, donc on n'est pas à la fois, on fait de la médiation sans le savoir comme M. Jourdain, mais en même temps, on ne fait pas que ça. Et on s'engage à une confidentialité des échanges. Alors ça, c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure des comptes rendus entreprises, médecins, etc. Toutes ces choses-là se font avec vraiment un grand souci d'indépendance, d'abord parce que de confidentialité, parce que d'abord on est tenu au secret professionnel, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a le respect de la personne. Elle vient là pour qu'on essaye de l'aider en premier, même si ça passe par l'aide à l'entreprise. Et pour ça, eh bien, il est nécessaire de garder toute la confidentialité sur les domaines qu'il a envie de protéger. La mission du médiateur, donc elle doit s'exercer en toute indépendance. Alors ça, c'est important parce que ça nous arrive. Alors, on a parlé des sensibilisations, etc. Mais ça nous est arrivé, surtout dernièrement, c'est un cas très particulier, où on était dans une médiation de médiation. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà dans une situation de médiation. Et là-dessus, l'impasse étant là, voyant qu'il y avait des difficultés qui étaient autres que une simple difficulté de circulation de parole, on reçoit la personne. Et ce que me dit la personne, elle me dit « J'espère que vous allez m'aider dans cette histoire ». Alors, ce n'est pas possible d'être immédiatement dans cette situation. En tout cas, s'il y a une aide, bien sûr qu'on va l'aider. Elle ne peut pas se faire à la façon dont elle l'entend, qui est de « Pouvez-vous prendre parti pour moi ?» C'est ça que ça veut dire. Donc, ce médiateur ce médiateur favorise l'émergence des problèmes, des solutions communes. Quand il y a une bonne médiation, eh bien, chacun trouve son point de vue et à partir de là, on peut construire. Je pense par exemple à une vraie médiation. Une banque m'avait, pas moi, elle avait demandé à ARIM si on pouvait l'aider. Et voilà. Et donc, il y avait deux personnes qui étaient, qui pouvaient plus se supporter. Et les deux, l'une disait que l'autre la harcelait et l'autre de la même façon. Et donc là, on était dans une impasse, la banque était dans une impasse, et ils nous ont appelés. Et quand il y a des techniques, en fait, bon, voilà, on voit peut-être on va en parler tout à l'heure, mais on voit les personnes, on essaye de comprendre la problématique, savoir comment ça se passe. Et ce qui était apparu, c'est que c'était en fait deux copines. L'une avait habité chez l'autre, etc. C'était deux copines, et à un certain moment, cette histoire passionnelle, elle s'est cassée. Il y a eu, pour une histoire de voyage, de CE, je ne sais pas quoi, quelque chose où l'une avait amené son fils, enfin, elle l'avait dénoncé. Bon, il y avait une histoire comme ça. Et autour de cette histoire, eh bien, voilà, la banque était dans l'impasse, nous-mêmes étions dans l'impasse. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ces deux personnes ont conclu une situation très simple, qui était le divorce, si on peut dire, chacune voulant aller dans un service qui n'était pas, où l'autre n'était pas. Donc, elles avaient trouvé à peu près la même solution, alors qu'au début, chacune voulait que l'autre parte. Voilà. Donc, on est arrivé, donc elles ont inventé la solution de cette histoire. Le médiateur ne cherche pas à résoudre le conflit à la place des interlocuteurs.
Ça, c'est dans la vraie définition du médiateur. Et ne cherche pas à forcer un accord, ce qui est différent de la conciliation. Le médiateur, c'est un tiers neutre, indépendant, impartial. Mais il peut intervenir pour faciliter une relation ou la compréhension d'une situation. Et alors, je vous disais que cela nécessitait un certain niveau de qualité relationnelle. Je pense qu'il y a une technique. Il y a une technique dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il ne faut pas provoquer, il ne faut pas avoir de préjugés, il faut pouvoir écouter, même si on est un petit peu étonné, on laisse parler. Et également introduire des éléments de pédagogie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste laisser les gens dans leur situation. C'est important aussi de, par exemple, reformuler les lois de l'entreprise, de reformuler un certain nombre de choses, comme la difficulté de quelqu'un qui a telle pathologie ou je ne sais quoi, qui va faciliter la possibilité d'empathie, la possibilité de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre et permettre cette possibilité de parler ensemble. Alors, il y a différentes pratiques pour régler pour les conflits, donc il y a plusieurs définitions. Le médiateur, il favorise l'émergence d'une solution commune, on a fait dire que ça. Le conciliateur, il fait des propositions selon un cadre de référence. Et lui, il va essayer de ramener des éléments de morale. La conciliation en situation de divorce, elle se retrouve dans ce genre de situation. Moi, ça m'est arrivé aussi de faire pour les juges d'affaires familiales des expertises. Ben, c'est vrai qu'on joue aussi les conciliateurs parce qu'il y a des enfants au milieu, il y a un cadre, on se rend compte que bon, c'est pas, ce qui s'est passé n'était pas si énorme, donc on essaye de réparer quelque chose à ce niveau-là. Le négociateur, eh ben lui, il représente l'une des parties. Nous, ça nous est arrivé d'avoir, pour des réunions bilan, des représentants des syndicats. C'est rare, mais c'est arrivé. Que les personnes voulaient se faire, voilà, donc, qui étaient là pour négocier. Ce n'est pas un point très positif, mais ça existe. L'arbitre et le juge, eh bien, on sait, c'est lui qui va donner la décision qui impose une solution. Le but de la médiation, c'est amener les différentes parties à dépasser leur adversité pour amener une solution gagnant-gagnant. Alors, dans ça, est-ce qu'il y a une rupture ? Est-ce qu'on est dans l'impasse, chacun reste dans sa position, personne ne veut comprendre l'autre. Est-ce qu'il y a une rupture ? Ou bien, est-ce que la relation se poursuit ? On se rend compte que chacun veut avancer. Et dans ces cas-là, est-ce qu'un contrat peut s'aménager ? C'est-à-dire qu'autour de ça, est-ce qu'il peut être défini une façon d'être, de faire, qui va faire que le médiateur étant là, eh bien, il ne peut pas être le garant réel, mais il va permettre de pouvoir réénoncer les choses pour dire, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, maintenant on va essayer de le mettre en place, vous allez essayer, et ça peut bien marcher. Alors l'entretien. L'entretien, on en a déjà parlé. C'est vrai que c'est très important de distinguer les faits des émotions. Les personnes, quand elles viennent, quand on les reçoit, elles se retrouvent dans des situations de souffrance. Soit parce que, je parle chez Harim, soit parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles sont là. C'est déjà arrivé, de dire, voilà, vous savez, moi on m'a dit de venir,
tout va bien au travail, enfin bon, voilà. Donc pour ça, eh bien, ça c'est leur perception, c'est un peu ce qu'elles entendent. Et pour ça, ben, c'est important de connaître les faits, qu'est-ce qui les a amenés ici, pourquoi, est-ce qu'il y a eu des évaluations, est-ce qu'il y a eu des avertissements, voilà. Et ça peut être déjà des bases de départ, des bases de réflexion. Donc le premier entretien sert généralement à recadrer l'interlocuteur sur les éléments factuels. Ensuite, c'est l'autre aspect, c'est mettre en confiance. Alors pour le médiateur, c'est aussi valable, puisqu'il dit voilà, ça s'arrangeait, mais pour nous, chez Harim, c'est une question qui est très importante. Les personnes viennent, elles ne savent pas très bien où ça mène tout ça. Alors il faut expliquer, il faut se mettre en confiance. Pour un médecin, quand on commence à aborder le problème médical, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des réticences quand on parle en psychiatrie, si vous voulez. Et dans ces cas-là, eh bien, voilà, il est nécessaire qu'on rassure les personnes, qu'on dise là qu'on est plus là pour essayer de comprendre les situations, de comprendre les freins, de savoir les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui va faire avancer les choses. Alors là, pour évacuer les éléments du conflit, alors ne pas provoquer par des jugements. Parfois, moi ça m'est arrivé aussi d'être maladroit comme ça, je ne sais pas, en faisant faire un petit peu le malin, en relançant un petit truc, qui faisait que finalement la personne pouvait le vivre mal, parce que quand on parle, on ne contrôle pas tout. Les prêts d'intention, alors ça, c'est vrai que les personnes qui peuvent être dans des difficultés au travail peuvent prêter des mauvaises intentions aux autres. Et alors là, on dit, attendez, mais ce que vous dites, c'est ce que vous en pensez. Maintenant, dans la réalité, comment ça s'est passé? Voilà, donc on essaye de recadrer. Et puis, évacuer les émotions, ce sont les contraintes. Il est évident qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à négocier s'il ne veut pas. S'il veut se battre, il veut se battre. Bon. Faciliter la communication en reprenant et en situant les propos. C'est vrai que dans les situations de médiation, alors dans les vraies situations de médiation, c'est important de pouvoir reprendre les propos que l'un peut dire, essayer de les reformuler pour les rendre peut-être un petit peu plus compréhensibles, voir si ça peut éclaircir, parce que dans une communication, quand on est dans un langage flou, on va entraîner chez l'autre une réponse floue. Si on arrive à préciser, eh bien la réponse de l'autre aussi devient plus précise, et la réflexion sur ce qui est évoqué, au lieu d'être global, fouillis, eh bien, ça va prendre plusieurs aspects qui pourront devenir des éléments simples. Donc, faciliter la communication en faisant préciser la pensée pour éviter les interprétations. C'est si je ne dis pas quelque chose que je le pense, eh bien, l'autre peut mettre tout ce qu'il veut sur ce que je n'ai pas dit. En faisant vivre les silences, c'est l'écoute. Bon, ça, c'est une technique de psy en général. Et il est sûr que quand on laisse la personne réfléchir, à la fois sur un mot, elle dit un mot, et puis voilà, le mot envahit la pièce et il devient important quand il n'a pas été repris, par exemple. Alors quand il est repris, c'est un peu pour préciser. Mais parfois, le silence peut être là pour renforcer ce qui est dit et amener une réflexion comme ça des personnes présentes sur qu'est-ce qui a été dit là. Voilà. Et du coup, ça peut amener des associations intéressantes. Les caractéristiques en situation conflictuelle. Alors, ça c'est d'une façon générale. Qu'est-ce que c'est que c'est la médiation? La médiation nécessite le libre consentement, la capacité à décider et vise à un accord durable. Voilà. Donc toutes les médiations ont à peu près ces caractéristiques. Et ça, c'est fondé sur l'engagement et la qualité relationnelle. Il faut qu'il y ait une part d'honnêteté.
s'il n'y a pas cette part d'honnêteté, cette part d'engagement réel, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il y ait l'équilibre de satisfaction quant à la solution. Lorsque, je ne sais pas, hein, nous, par exemple, à la fin d'une évaluation, on peut faire des préconisations. Et ces préconisations vont, imaginons, je ne sais pas, qu'on dise, c'est important qu'il fasse un atelier de gestion du stress. Dans l'équilibre de la satisfaction, là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'entreprise va entendre « Ah, on va être soulagé », et la personne concernée peut entendre « Ah, je vais être renforcé ». Voilà, hein, c'est un peu simpliste, mais voilà, c'est ça l'équilibre de satisfaction. L'effort sincère de reconnaissance des personnes, il faut que de façon mutuelle, les personnes se reconnaissent. Il faut que l'une comprenne les problèmes de l'autre. Et parfois, on y arrive même dans des situations extrêmes, au moins à faire entendre ça et à faire réfléchir les personnes. Et puis, le respect des intérêts de chacun. Alors, pour cela, il faut comprendre que dans la vie, il y a des vérités multiples. Dans un conflit, chacun possède sa vérité, qui souvent, en fait, est une représentation subjective. Alors, moi, par exemple, quand je suis à mon cabinet, les personnes sont là, enfin, quand il y a des situations, imaginons qu'il y a sans être dans une situation de médiation familiale, mais ça arrive, hein, ça m'est arrivé, pour expliquer aux gens. Je leur dis, vous savez, voilà, si je vous dis, comment voyez-vous ces bouteilles-là? Alors, voilà, donc, les personnes qui sont en face me disent, ben voilà, je vois une bouteille avec une étiquette grise, voilà. Et moi, je leur dis, ah ben non, c'est pas du tout ça. La bouteille, elle est là, avec une étiquette rouge où il y a marqué Vittel. Voilà. Donc ça, il est là, le problème. C'est-à-dire qu'à un certain moment, est-il possible de tourner la bouteille? Est-ce qu'il est possible de se mettre à la place de l'autre? C'est ça qui peut faire avancer. Donc, il y a ces vérités multiples, et chacun bâtit sa vérité. Par définition, elle est différente de celle de l'autre. Donc, il y a 3 obstacles, on va dire 2, grosso modo. Il y a la remise en cause de l'honnêteté et la remise en cause de la bonne foi. C'est-à-dire quand on dit l'autre c'est un menteur, l'autre c'est un malhonnête, voilà, il me manipule, ça c'est un frein. Il y a l'autre frein qui est, eh bien écoutez, je suis là, je ne bougerai pas d'un poil. Voilà. Eh bien ça ne peut faire que augmenter le doute et la méfiance. Or, si on peut faire un travail intéressant dans l'histoire du maintien dans l'emploi, c'est d'augmenter la confiance. C'est-à-dire comment je vais pouvoir, on a dit quelque chose, est-ce que ça peut se mettre en place? Est-ce que ça va pouvoir circuler entre nous? Donc, la médiation, c'est la tendance à faire aller vers le relatif. Donc, c'est une démarche volontariste visant à considérer la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, pourtant c'est la même bouteille, à accepter le compromis, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire avancer des choses, tenter la confiance a priori, et là c'est vrai aussi, moi c'est quelque chose souvent que j'arrive à énoncer parce que je pense que c'est très très important. Les personnes qui se retrouvent dans ces situations difficiles du maintien dans l'emploi, ça m'est arrivé de leur dire, écoutez, pour le moment, voilà, c'est ça. Mais il faut savoir aussi que, parce qu'il y a l'autre aspect, il faut savoir aussi que votre image s'est altérée dans l'entreprise. Voilà, vous avez, je ne sais pas quoi, vous avez été incivil, absent, fait des scandales, mal travaillé, enfin je ne sais pas quoi. Donc il faut un temps pour que la confiance se remette en place, pour que l'image se restaure. Et
là, ça peut être aussi, ça peut être aussi, c'est un des points qui fait qu'on peut être dans la réussite. Et puis comprendre que la confiance est plus encourageante que la défiance. Là aussi, c'est une lapalissade. Alors, notre perception est-elle vérité? Alors, notre perception n'est pas la réalité, elle est le résultat personnel de notre histoire. C'est-à-dire, quand on sent les choses, eh bien, on le sent avec soi. Et moi, c'est pas toi. Voilà. Donc, est-ce que là, il peut y avoir quelque chose qui va pouvoir encore recirculer, ou en tout cas, est-ce qu'il va y avoir le respect de considérer que si moi, c'est moi, eh bien, toi, c'est toi. Donc, notre perception, c'est celle de notre cadre de référence, de l'éducation de vécu, et forcément, elle induit par sa nature une interprétation, un décodage qui n'est pas la vérité de l'autre. Bon. Alors, au fil de la médiation, ce qui va être important, ça va être d'aider à apercevoir ce que peut être la représentation ou la vérité de l'autre. On dit toujours les mêmes choses un peu de la même façon, d'une façon différente, et éventuellement de rapprocher les protagonistes pour envisager des accords de principe. Voilà. Donc là, on arrive déjà un petit peu à la fin, on arrive à aider à ce qu'il peut y avoir de l'espoir dans cette situation. Alors, les avantages de la médiation, bon, on va les lire. Elles permettent aux parties de définir les modalités avec le médiateur qui est garant du bon déroulement. C'est-à-dire que le médiateur, là, il se pose aussi comme modérateur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il dit « Ah non, attendez, là, vous êtes en train d'interpréter. » Ou là, c'est son droit de dire ça. Peut-être on peut l'écouter jusqu'au bout. Voilà. Donc, ça, c'est la dimension modératrice du médiateur. La médiation appelle à la responsabilité personnelle et à la liberté de consentement de chacun. Voilà. Donc, on ne peut parler qu'avec des gens qui sont responsables. Elle s'adapte à tous les contextes. On a vu que ça pouvait aller, je ne sais pas quoi, de l'automobile à la justice, à la famille, aux 60 millions de consommateurs, et fait bénéficier d'une économie de temps et d'argent, c'est évident. Elle s'inscrit dans la réalité relationnelle, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est est-ce que quelque chose se réaménage dans la relation de ces personnes qui sont en conflit. Elle intègre la réflexion et la créativité de chacun, c'est-à-dire il faut prendre en compte ce que chacun peut amener pour voir si à partir de là, il y a une possibilité de travailler. Elle ouvre à un esprit de contribution pour la résolution des conflits. Il faut être deux pour rester ensemble. Et elle peut aboutir à un accord, un compromis, à un apaisement. Mais il n'y a d'efficacité de la médiation que si les protagonistes sont en attente. Alors, la médiation est déconseillée quand? Lorsque l'une des deux parties est de mauvaise foi. C'est sûr que si une partie est de mauvaise foi, qu'elle essaye de gagner du temps, de voir les points faibles de l'autre, et qu'elle va utiliser ça pour, après, mieux l'attaquer, c'est vrai que ce n'est pas très conseillé. Lorsque la personne est psychiquement malade, c'est vrai que dans une situation de médiation, je ne parle pas de Charim, dans une situation de médiation, quand il y a quelqu'un qui est dans un processus pervers ou un processus paranoïaque, soit qu'il se sente victime, soit qu'il veuille écraser l'autre, eh bien, là non plus, il va y avoir des postures, des situations qui vont être entretenues et qui vont faire que ça ne va pas pouvoir avancer. Lorsque l'une des deux parties est incapable de comprendre le point de vue de l'autre partie. Ça arrive, l'entêtement, la négation de la parole de l'autre, sans forcément mauvaise foi. La personne est tellement en situation de souffrance que ça n'avance pas.
et lorsque la personne est incapable d'entendre un raisonnement autre que le sien. Ça arrive voilà, chez les personnes paranoïaques qui construisent à partir de quelque chose qui n'est pas très juste au début, qui a une certaine justesse, mais qui n'est pas très juste ou qui est fausse. Et à partir de là, elles font des constructions logiques, évidentes, mais à partir d'une base qui est fausse. Effectivement, le résultat est faux. Alors ça, c'est l'idéal. Maintenant, nous, chez Harim, on n'est pas dans cette situation. Parce que le mais, c'est ça, c'est que dans notre pratique, c'est difficile d'être rigide par rapport à ça. On ne peut pas dire, ah ben non, c'est déconseillé, la personne est malade. Ben bien sûr, elle est malade, elle est reconnue sur travailleur handicapé. Et il faut bien qu'on fasse avec. Les personnes sont de mauvaise foi. Là aussi, ça peut arriver que des personnes de mauvaise foi, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui peut se travailler. Les paranoïaques, à moins qu'ils soient vraiment à un point pas possible, où même nous, on devient agresseurs, par exemple, eh bien, il y a parfois des petits moyens d'essayer de rentrer dans la brèche et faire que leur construction, elle devienne un peu fragile. Alors, les bénéficiaires. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec des salariés en risque d'insertion professionnelle du fait d'une problématique de santé psychique, cognitive ou mentale. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et c'est là où interviennent les mécanismes qui ont un rapport avec la médiation. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Nous ne sommes pas des médiateurs professionnels, mais quand on travaille, eh bien, on utilise ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est obligé, par exemple, bénéficiaire de la loi, de la reconnaissance travailleurs handicapés. Eh bien, parfois, les personnes viennent, elles ne le sont pas. Donc, ça peut être intéressant. Même le médecin du travail essaye aussi de savoir comment faire pour que ces personnes puissent être protégées, comment elles peuvent comprendre ce que c'est qu'une reconnaissance travailleur handicapé, savoir que ce n'est pas une stigmatisation, une carte de malade, mais au contraire, une espèce de protection qu'elles peuvent avoir dans le cadre de l'entreprise. Le salarié en reprise de travail. Là aussi, par exemple, nous, on a été appelés pour des personnes qui sont parties dans des très mauvaises conditions, enfin, qui ont été malades, qui se sont retrouvées dans des mauvaises conditions, qui ont pété les plombs au travail, etc., et puis qui ont laissé une peur. Voilà. Et après 1 an, 2 ans d'arrêt et tout, les personnes reviennent. Elles reviennent dans le service. Eh bien, nous, ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé, d'être appelé pour... Alors là, on fait de la sensibilisation, si on peut dire, puisqu'on n'est pas vraiment dans la médiation, puisqu'on est avec le fantasme de comment il était avant, et pas comme il est maintenant. Et est-ce que là, il y a quelque chose à préparer? Est-ce qu'il est possible de recevoir les personnes différemment? Comment on peut travailler avec l'équipe pour que la personne puisse être acceptée? La personne, après aussi, elle peut être là, dans ce type de réunion où elle explique effectivement, elle a pété les plombs, elle était malade, mais là, ça va beaucoup mieux. Et en tout cas, dans les cas qu'on a eus, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là, avec qui on a travaillé sur ces modes-là, eh bien, ça a pas mal marché, cette histoire-là. Les personnes sont arrivées, elles ont compris que l'entreprise, c'est l'entreprise, qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'en même temps, la personne qui arrive, eh bien, elle avait ses difficultés, ce n'est pas forcément une mauvaise personne, mais que c'était une malade, et qu'il y avait là quelque chose à comprendre. Salarié en difficulté professionnelle à son poste, voilà. Donc, ça c'est comment ce travail, on va dire, de neutralité, d'analyse, etc., amène, par exemple, à amener à faire comprendre à la fois l'entreprise qu'il est nécessaire d'adapter le travail qui va être proposé à la personne qui est en difficulté, et en même temps, pour l'autre personne, accepter ce genre de situation. Ce n'est pas évident, tout ça. Si vous avez l'expérience, ce n'est pas évident. Les gens tiennent à leur médaille, tiennent à leur situation sociale, la vision qu'elles ont dans l'équipe. Voilà.
Alors il y a tout. Hein. Il y a la personne qui n'a pas confiance, il y a la personne qui est hyper revendicatrice. Voilà, et donc tout ça, il faut pouvoir recirculer, il faut un doigté, si on peut dire, pour faire travailler ces techniques de médiation, qui ne sont pas de la médiation, mais qui sont des techniques de médiation pour arriver à faire passer quelque chose. Alors, salarié avec une problématique de santé repérée par le médecin du travail déclaré inapte ou en risque d'inaptitude, nous, par exemple, ça nous est arrivé de voir des personnes qui ne voulaient pas prendre des médicaments. Alors, en premier entretien, on dit, voilà, et puis elles racontent une histoire, elles sont à la limite, ça peut arriver, hein, délirantes, mais ça les fait grossir, ceci, cela, elles ne prennent pas des... Voilà, nous, on est... Enfin, nous, moi, médecin psychiatre de chez Arim, même si je ne prescris pas dans ce cadre-là, eh bien, je suis bien placé pour dire, attendez, mais avec ce que vous avez, vous êtes en train de vous faire du mal. Pourquoi? Alors, parce que, mais ça, il y a peut-être pas mal de gens, même ici, qui le pensent, il y a des personnes qui croient que parce qu'on prend des médicaments, on est malade, alors qu'il faut leur faire comprendre que c'est parce qu'ils sont malades qu'ils prennent des médicaments. Voilà. Donc ça, eh bien, c'est un travail qui est, ça paraît évident comme ça, c'est une des médiations, hein, qu'on peut faire, hein, c'est-à-dire comment arriver à réagir entre le médecin traitant et la personne, sans que le médecin traitant soit là, et refaire valoir sa valeur. Et puis, salariés en vulnérabilité psychique et risque psychosocial, voilà. Alors ça, alors effectivement, là, on n'est plus tellement dans la médiation, mais on peut être dans une espèce de discours à dire, voilà, il est possible de vous renforcer. Hein, et dans ces cadres-là, eh bien, on a des ateliers comme la gestion du stress, l'amélioration des compétences sociales, etc. Alors, là, on va revenir, on arrive bientôt à la fin. Hein. Oui, on arrive bientôt à la fin. Donc, Arim Conseil et le handicap psychique. Alors, Arim Conseil, dans... C'est ça? Il manque une... Ah voilà, attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, le positionnement. Hein. Le positionnement, on l'a dit, c'est favoriser la circulation de la parole afin de maintenir dans l'emploi. Hein. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et Arim agit en tiers neutre, prise en compte des difficultés du salarié et la réalité de l'entreprise, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'écoute des managers et des collectifs de travail, hein, mais ça c'est aussi le grand souci des médecins du travail, même des ressources humaines. Hein. Quelqu'un qui dysfonctionne dans un service, eh bien, peut déstabiliser les services, si vous voulez, on pourra en échanger. Donc ça se fait en collaboration avec les médecins du travail, prévention, CHSCT. C'est une double démarche d'évaluation et d'accompagnement. C'est un peu ce qu'on a raconté. Alors, Arim Conseil, le handicap psychique. Donc on a dit que Arim intervient avec des techniques de médiation. Même s'il n'était pas un vrai médiateur, on utilise au quotidien, vraiment, tout notre travail, c'est quasiment que ça. Alors, la formation, sensibilisation à la demande. Hein. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des demandes de sensibilisation. Alors, ça se fait moins, mais c'est vrai qu'il y avait toute une époque, parce que maintenant, ça se sait un petit peu plus, c'était qu'est-ce que c'est que le handicap psychique, qu'est-ce que c'est que le handicap mental, comment on fait pour intervenir, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, voilà. Alors, ces formations, elles peuvent être au niveau de l'équipe, mais il peut y avoir des soutiens au niveau des responsables. L'audit de situation, là aussi, hein, on avait vu que la première étape
de la médiation pour résoudre les conflits, si vous voulez, c'est d'essayer de faire un état des lieux, hein, savoir qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est, dans quel cadre, comment ça se passe, depuis quand, voilà, toutes ces questions. Le bilan diagnostique du salarié. Alors, dans ce bilan, je vous ai dit que la première partie, cette partie de bilan diagnostique, ça ne se fait qu'avec le salarié. Et là, alors on dit, mais alors, et la dimension de médiation, elle est où? Eh bien, c'est quelque chose qui va être un travail qui va avoir une visée, on va dire, intrapersonnelle. C'est-à-dire, est-ce que la personne, à travers cette évaluation, va pouvoir repérer ce qu'il peut y avoir de fort, de faible, de vrai, de faux dans sa perception de ce qu'elle est. Et nous, par exemple, dans cette évaluation, mais là aussi il y a pas mal de gens déjà qui doivent le savoir, hein, puisqu'il y a des personnes avec qui on travaille, dans cette évaluation, il y a effectivement le médecin, hein, le psychiatre qui est là, qui va s'interroger sur la pathologie, depuis quand, la rupture dans la performance de la personne dans l'entreprise, à quel moment il y a eu une cassure, les événements extérieurs, voilà, hein, les médicaments, est-ce qu'il y a une bonne prise, est-ce qu'il y a une compliance à la prise des médicaments, est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires, comment ils sont vécus, voilà. Donc les conseils qui peuvent être donnés, même vis-à-vis de certaines pathologies, hein, quand quelqu'un, par exemple, est dans des variations de l'humeur, il faut pouvoir lui dire, vous savez, si vous voyez que vous ne dormez pas, vous parlez un petit peu trop, vous riez un petit peu trop, que ça gêne un peu l'entreprise, arrêtez-vous, hein, faites-vous hospitaliser, dites-le, trouvez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez le dire, parce que autant, par exemple, dans l'entreprise, on peut accepter que quelqu'un soit déprimé, autant un accès maniaque, c'est très mal vécu. C'est pas que c'est mal vécu, c'est des dérapages. Alors, effectivement, ça peut mal se retourner contre la personne. Voilà, donc, ça c'est le médecin. Mais dans cette phase de bilan diagnostique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tests. Alors, ces tests, ce qu'on teste dans ces bilans diagnostiques, ce sont le stress, hein, c'est-à-dire est-ce que la personne se sent stressée, mais aussi comment elle réagit au stress. Ce qu'on va aussi évaluer, c'est sa capacité à s'affirmer. Si elle est un peu trop, si elle est peu affirmée, eh bien, elle se fait avoir. Elle ne sait pas demander les choses et à la fin, ça se retourne contre elle parce qu'elle ne demande pas d'aide, elle n'ose pas, elle se vit en martyr, voilà, elle est en victime. Ou au contraire, les personnes suraffirmées, eh ben, ce n'est pas de très bons caractères. Voilà. Donc, il y a ça, il y a l'estime de soi. Voilà, donc il y a ce type de tests. Alors, ces tests-là sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ils ont un rapport avec le psychologique, mais en même temps, ce sont des auto-évaluations. On donne des questionnaires et puis mettre des croix, oui, un peu, beaucoup, passionnément, voilà, sur ça. Et à la fin, on leur dit, mais attendez, vous êtes stressé, vous réagissez mal au stress. Alors, réagir mal au stress, il y a deux choses. Il y a les hyperstressés. Hyperstressés sont ceux qui vont être paralysés avec le stress. Et il y a les hypostressés, hein, eh ben c'est les je m'en foutistes. Là aussi, on dit, vous savez, peut-être il faut un petit peu plus se réveiller. Hein, voilà. Donc vous n'êtes pas dans la phase normale. Des personnes comme ça veut dire qu'elles sont un peu nonchalantes, peuvent être vécues comme ça. Alors, quand ça va avec le contexte, c'est un bon soutien. En ce sens, ce sont des médiateurs. C'est-à-dire qu'à partir de là, qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis, bon, donc ce sont les auto-évaluations, l'estime de soi. En général, ce ne sont pas des tests qui sont très significatifs. La plupart des gens s'aiment bien, sans plus, ni trop peu, en tout cas dans les questionnaires. Par contre, en termes d'affirmation de soi et en termes de stress, il y a souvent la nécessité
de peut-être mettre en place de quelque chose qui va les renforcer. Mais en tout cas, ces tests vont permettre de mettre l'accent sur ce point-là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le parcours professionnel, les tests d'intelligence, les tests de mémoire, les tests de concentration, c'est-à-dire un certain nombre de tests qui vont être aussi des reflets de ce qui peut apparaître comme déficient, ou non d'ailleurs, dans le cadre du travail. C'est-à-dire effectivement, vous manquez de mémoire, ou il y a un trouble de la concentration. Ou au contraire, et alors là c'est très intéressant aussi, c'est la personne qui se présente un peu comme débile, et puis alors on lui fait les tests, on dit, mais attendez, il y a un problème, c'est pas... voilà, et ça arrive pas mal, et ce sont des très bonnes surprises. Et ça aussi, ça peut être renvoyé en disant, mais attendez, peut-être il faut lui donner autre chose que quelque chose qui soit totalement répétitif. Voilà. En tout cas, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est à la fois de mettre à la fois face à cette situation subjective où l'entreprise vit mal quelqu'un et le quelqu'un vit mal, au sens très général du terme, le travail et l'entreprise, dans cette histoire de perception, dans cette histoire subjective, quels vont être les éléments objectifs qui vont permettre de pouvoir rétablir quelque chose d'équilibré dans ce qui va pouvoir circuler entre l'un et l'autre. Alors donc voilà, donc, on fait donc ce bilan diagnostique. Et puis, on a dit que voilà, on faisait la réunion bilan. La réunion bilan, c'était comment les informations vont passer de part et d'autre pour pouvoir trouver une espèce de solution commune. Alors, l'accompagnement, dans le cadre de notre travail, l'accompagnement, c'est l'accompagnement du salarié. On a vu les outils qu'il pouvait y avoir. Donc, on peut accompagner le salarié par des ateliers de gestion du stress, de réentraînement comportemental et cognitif à travers l'outil bureautique, par du coaching, enfin voilà, un certain nombre de choses. Du tuteur, parfois il peut y avoir la nécessité de nommer un tuteur. Alors le nommer, il faut aussi qu'il se nomme, parce que c'est quand même une démarche active pour pouvoir accompagner quelqu'un dans le cadre de l'entreprise. Ça arrive, c'est pas courant, mais ça arrive qu'il y ait une espèce de responsable de proximité immédiate. Voilà. Du manager, là aussi, c'est arrivé qu'il soit nécessaire de donner à l'équipe managériale ou au manager des conseils. C'est vrai que parfois, le manager est un peu perdu, il ne sait plus très bien sur quel pied danser. Il se retrouve devant quelqu'un qui dysfonctionne, mais en même temps qui est malade, il ne sait pas trop quoi faire, les choses se sont laissées altérer. C'est arrivé que des personnes, bon, on ne dit rien parce qu'on sait bien comment il est, ça fait gagner du temps au début, on ne va pas le reprendre parce qu'il est allé fumer sa cigarette sans rien dire à personne, je ne sais pas quoi. Donc, et au fur et à mesure, ça peut être vécu comme des bénéfices acquis. La personne peut se vivre comme avoir des droits, et ces droits augmentent. Alors, ça n'arrive pas dans toutes les entreprises, ça arrive plutôt, enfin, moi dans mon expérience, c'est plutôt arrivé dans les entreprises où le fonctionnement est passé du fonctionnement d'administration à privé. Alors là, alors là maintenant, ça se passe un peu moins, mais c'est vrai que ce soit Orange, La Poste, enfin bon, un certain nombre de boîtes comme ça, où il y a eu ce basculement, il y avait des situations qui traînaient depuis longtemps, puis voilà, il y avait une pléthore d'employés, et après il a fallu être rentable. Alors à ce moment-là, effectivement, ces personnes-là sont devenues des symptômes. Voilà. Donc là, on a dû intervenir. Et aider aussi, savoir comment
les managers peuvent reprendre la situation et quel conseil peut être réfléchi autour de ça. Et puis, l'accompagnement de l'équipe de travail, c'est la sensibilisation. Alors, le conseil, avec le médecin du travail, les DRH, le service social, tout ça, vous savez, effectivement, ARIM ne peut être qu'un conseil et le pouvoir, ce sont eux qui l'ont. Rien ne peut se faire sans eux. Ça, il faut bien le savoir. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Ben, c'est la morale. La morale, c'est la conciliation. On a parlé de médiation, on a dit qu'on n'était pas des conciliateurs, mais c'est vrai que quand, à la fin, il y a cette dimension de conciliation, c'est l'arrangement amiable auquel parviennent les personnes en conflit. Elle peut avoir lieu, au besoin, avec l'aide d'un tiers. Si on est dans un conte de fées, on dirait « ils furent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ». Voilà, c'est terminé.